Bonjour Nicolas, merci de me rejoindre sur le podcast Parlons Futur. Bonjour Thomas, merci à toi de me recevoir. Oui, alors j'ai découvert, à vrai dire, dans le cadre d'un autre podcast, celui de Xavier Titelman, hein, qui est bien connu sur toutes les questions de défense. Donc j'avais trouvé votre conversation fascinante et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant aussi d'échanger sur tous ces sujets de défense. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que peut-être tu pourrais te présenter, parce que je comprends que tu gères un fonds en fait pour une entreprise en finance, mais tu as développé de ce fait une expertise en défense. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours? Ouais, alors tout à fait. Écoute, j'ai presque 45 ans. Je suis ingénieur de formation, donc je suis un ancien élève de l'école polytechnique. Donc maintenant, ça fait assez longtemps. Et donc sur une de tes questions qui est quand est-ce que j'ai commencé à avoir des affinités avec les questions de défense, je pense que ça remonte à l'époque de l'école polytechnique, puisque j'ai eu la chance de faire mon service militaire, ce qui est pour ma génération. Il y a assez peu de gens qui font leur service, enfin, ça n'existe quasiment plus, quoi. Donc j'ai eu la chance de porter l'uniforme, pas très longtemps, mais quand même pratiquement une année. Et puis c'était un service vraiment exceptionnel parce que je l'ai fait à Lorient chez les commandos marines. Donc j'ai eu vraiment de la chance. J'ai pu être embarqué en fait dans une unité de professionnels. Et ce que je dis aux gens, c'est un peu comme si on m'avait permis de faire un stage avec l'équipe de France de foot. T'aimes bien le foot, il va faire un stage avec l'équipe de France de foot. Donc ça fait pas de toi Zidane ou Mbappé, mais tu Ouais. vois un peu ce que c'est que des gens qui jouent vraiment bien au foot, quoi. Et donc voilà. Et puis alors après, moi en fait, j'ai passé de nombreuses années en expatriation. Donc je me suis spécialisé dans le pétrole. Et j'ai passé 15 ans à l'étranger. Donc, j'ai été 10 ans ingénieur dans une société américaine qui s'appelle ConocoPhillips. Au début, je faisais du forage de puits de pétrole. Donc, j'ai commencé en mer du Nord. J'ai passé ensuite un an en Chine. Et après, j'ai fait de la gestion de projet, de l'ingénierie de projet aux États-Unis. J'étais au siège de la société à Houston, au Texas. Et ensuite, c'est là que j'ai changé, donc en 2014. Et j'ai basculé dans la finance sur un peu un concours de circonstances. En fait, un fonds à Londres qui cherchait un spécialiste de l'énergie. Donc là, j'ai pu faire valoir ma connaissance un peu du monde de l'énergie et du pétrole en particulier. Et donc, je suis devenu analyste financier et j'étais spécialisé dans les secteurs pétrole, gaz, énergie et plus largement minière. Et puis, on m'a donné des industriels et notamment le secteur de l'aéronautique et de la défense. Et donc, à partir de 2014, j'étais analyste financier sur toutes les sociétés d'aéronautique et de défense européennes et aussi par répercussion américaine. Et donc, je rencontrais régulièrement les managements de ces boîtes, tu vois, les BAE Systems, Dassault, Airbus. J'ai fait un certain nombre de visites d'usines. Euh, voilà, donc c'est une connaissance, je dirais, indirecte. Je n'ai pas travaillé dans l'industrie de défense, mais quand même sur la partie financière, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis le secteur. Et donc l'industrie de défense, c'est vraiment très particulier parce que à la fin, ton client, c'est l'État, c'est pas un client civil. Donc, les dynamiques de marché sont différentes parce que tu n'as pas. Enfin, Airbus, ils vendent des avions à 600 compagnies Ouais, aériennes, mais par contre, le marché militaire, c'est quelques États et notamment ton bien État sûr. de tutelle, puisque toute société, tout contracteur de défense a une nationalité et donc a une relation avec son État. Son état très particulier, quoi. Voilà, et puis donc je suis rentré en France au moment du Covid en fait, et en 2021 je suis rentré chez Clartan qui fait un peu c'est un peu la même chose que le fonds pour lequel je travaillais à Londres, sauf que cette fois-ci je suis devenu gérant de fonds. Donc avant j'étais analyste, je donnais des conseils, des recommandations aux gérants pour acheter et vendre, et là maintenant c'est moi qui achète et qui vend, mais du coup je suis devenu généraliste, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les secteurs de la cote. Mais évidemment, le secteur de l'aéronautique et de la défense, vu que je le suis depuis longtemps et que j'ai été spécialisé, je le connais mieux que les autres. Et donc, j'ai de l'intérêt aussi, c'est-à-dire c'est vraiment un secteur qui m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que je le suis plus en détail. Et voilà. Et vraiment,
mon point de vue, c'est vraiment, enfin, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que je n'ai pas travaillé chez Airbus ou chez Dassault, etc. Mais j'ai un background d'ingénieur qui fait qu'il y a enfin, je connais les lois de la physique. Et ensuite, pour moi, la question, c'est est-ce que j'investis dans ces sociétés? Est-ce que je les achète? Est-ce que je les vends? Donc, c'est-à-dire que j'ai des opinions, je me fais des idées, j'étudie les choses. Et à la fin, il y a un juge de paix qui est est-ce que je fais des erreurs d'investissement ou pas? Et c'est-à-dire, il y a un enjeu quoi, derrière. Et ça fait qu'on est obligé de, comment dire, on est obligé de faire extrêmement attention à ce qu'on fait et à ce qu'on pense en fait. C'est pas juste un avis comme ça, c'est si derrière ça génère des erreurs d'investissement, ça coûte très 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 cher à mes investisseurs. Voilà ce que je dirais. D'accord, bah non, bah très bien, merci, ça va nous éclairer pour la suite. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est passer en revue un certain nombre de sujets alors, qui vont avoir l'air d'être assez généraux, mais on pourra justement entrer dans le détail justement à chaque fois peut-être de certaines industries. Alors, on va commencer par le théâtre ukrainien, après on parlerait du théâtre en mer de Chine, hein, Chine-Taïwan. Ensuite, justement, l'art de la guerre, les évolutions, les révolutions en cours et quels sont les acteurs qui vont peut-être pouvoir se démarquer. Puis enfin, le rôle de la France et de l'Europe, comment on va réussir peut-être à muscler notre jeu pour pouvoir se défendre et continuer à exister. Donc, pour commencer par ce fameux théâtre ukrainien, alors la question générale, c'est est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir s'en sortir face aux Russes? Et donc, en gros, est-ce qu'ils vont pouvoir se doter de l'armement nécessaire dans la durée? Alors, en plus des hommes, il y a une problématique aussi humaine, bien sûr, mais et pour cela, justement, ils ont profité comment dire, de livraisons en provenance des États-Unis. Maintenant, l'Europe prend le relais assez largement. Et en fait, surtout, on assiste à l'éclosion d'une industrie de défense, alors qui existait déjà, mais qui était embryonnaire. Et là, je lisais encore dans The Economist la semaine dernière, la production a été multipliée par 15 en fait entre 2002 et 2025. Donc, un des sujets, c'est est-ce qu'on leur envoie nos équipements en nous investissant chez nous, en investissant dans des chaînes de construction de canons César, ou est-ce qu'en fait on investit chez eux pour leur donner les moyens de mettre en place les infrastructures de défense et produire eux-mêmes leurs propres armements? Ce que certains ont l'air de dire est en fait le plus efficace de loin. Ce serait bien le plus efficace parce qu'ils sont confrontés, on va dire, à l'ennemi, ils savent exactement ce qu'il faut et ils ont toutes les incitations du monde à le faire le plus efficacement possible. Donc du coup, là, il y a des arbitrages à mener pour nous, Européens, parce que ça se passe quand même à nos portes, sur la façon d'utiliser notre argent. Déjà qu'on a du mal, en tant que Français, peut-être à emprunter au nom de la France, mais si on y arrive au nom de l'Europe, est-ce qu'il faudrait les Ukrainiens continuer à utiliser les Américains, aller chercher des équipements autour de nous, dans le reste du monde, au profit des Ukrainiens? Et puis il y a une politique de court terme, moyen terme, long terme. Alors, peut-être que c'est assez large, mais tu peux peut-être te laisser répondre comme tu le souhaites à ces questions déjà. Ouais, alors l'Ukraine, je dirais qu'au point où on en est aujourd'hui, avril 2025, moi je pense qu'on est quasiment à la fin du conflit parce que le conflit est à peu près bloqué sur le plan territorial en termes de conquête de gains territoriaux. On a un coût incrémental en fait bon, les seuls qui essayent d'avancer c'est les Russes, les Ukrainiens ils essayent juste de se défendre et le coût pour les Russes par mètre carré, je dirais, est complètement exorbitant, n'a plus aucun sens en fait. Et en termes politiques, pour le coup, n'apporte plus rien du tout. Donc, à mon avis, on est en train d'assister au début des négociations. En fait, on est dans les premières rounds de négociations. Bon, c'est Trump qui a lancé un peu ça. Et donc, pour moi, le scénario le plus probable à ce stade, c'est que ça se finisse comme le scénario coréen en 1953, c'est-à-dire un arrêt sur la ligne de front. Et après, le reste, en fait, il n'y aura pas vraiment de concession ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que Poutine, ce qu'il voudrait, en fait, c'est une tutelle politique sur l'Ukraine qu'il n'obtiendra pas parce qu'il ne l'a pas obtenue sur le champ de bataille. Les Ukrainiens, ce qu'ils voudraient, c'est récupérer les territoires qui ont été conquis, annexés, occupés par les Russes. Et ça, ils ne l'obtiendront pas non plus, en tout cas pas à court terme. Et donc, on va s'arrêter là. Et alors après, la question, c'est que doit faire l'Ukraine? Et évidemment, vu que les Russes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire en fait, ce qu'ils voudraient, les Russes, c'est que l'Ukraine soit une grosse Biélorussie, quoi. Et donc Oui. ça, ils ne l'auront pas. Et donc, du coup, ils vont rester menaçants. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent recommencer. Même si je pense que quand même, hein, quand on regarde les pertes russes, c'est quand même là les estimations sources ouvertes, on n'est pas très très loin du million de pertes. On est probablement à 800, 900 000 tués plus blessés.
Et à mon avis, le nombre de tués, on doit être tout compris, hein, avec Wagner, les milices DPR, LNR, etc. On doit être au moins à 250. Peut-être qu'on est autour de 300 000 morts. Ça, en fait, quand il y a 300 000 morts, ça diffuse après dans la société. Les effets ne sont pas immédiats, en fait. Et si on pense à la Première Guerre mondiale, où nous, en France, on avait eu, je crois, de mémoire, 1,4 million de morts. En fait, je pense que l'impact s'est diffusé dans les années 20 et les années 30. Et 10 ans plus tard, on n'avait aucune envie de recommencer. Et donc, les Russes, en fait, aujourd'hui, on se dit la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est de recommencer. En fait, il faudra voir parce que quand tout le monde va s'apercevoir que ma voisine, son fils est mort, n'est pas revenu. Donc on verra. Donc je pense que c'est une vraie menace, mais il y a aussi un scénario où en fait les Russes deviennent moins menaçants que ce qu'on perçoit aujourd'hui. À voir. Bon. Et donc après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les Ukrainiens soient préparés pour, en gros, la revanche, quoi. Et ça, à mon avis, les pays qui sont en fait frontaliers avec des grandes puissances menaçantes, donc que ce soit la Russie ou la Chine côté Asie-Pacifique, la seule stratégie possible, c'est la stratégie du hérisson. Il faut qu'ils se regroupent en boucle avec des plein d'épines. Donc, en fait, tous les équipements de bas du spectre, c'est-à-dire petites armes, drones, ce genre de choses, ça, je pense que c'est à eux de les faire. Et d'ailleurs, en fait, ça s'est fait naturellement, hein. L'artillerie, aussi, voilà. Par contre, les équipements de haut du spectre, ça, je pense que ça va rester l'apanage dire les grosses plateformes, les avions de chasse, les avions ravitailleurs, ce genre de programme. Ça va rester soit les États-Unis, soit des consortiums européens ou Grande-Bretagne, Japon, ce genre de choses. Je pense pas que ça serait intelligent pour les Ukrainiens de se lancer dans un programme de chasseurs. Ils achètent des Rafales, voilà. Parce que bon, je pense pas que les États-Unis vont leur donner du F-35. Donc je dirais que voilà, et qu'ils aient une armée qui soit une armée de front en fait, c'est-à-dire avec un programme comment ça s'appelle, de mobilisation des réservistes. En fait, pour moi, ils vont juste adapter le système qu'ils ont aujourd'hui. Ils vont essayer de le faire perdurer. Ils vont revenir à la vie civile une fois que le cessez-le-feu aura été acté. Et après, ils vont se spécialiser en fait dans ce en quoi ils sont en train de devenir très bons, c'est-à-dire drone, mais drone aérien, drone maritime, artillerie, ce genre de choses. Et de ce point de vue-là, nous, on a plein de trucs à apprendre d'eux. Nous, mais même les Polonais, les Baltes, les Finlandais, les Roumains. Alors, voilà, quoi. Tu parles d'artillerie, mais justement, je crois qu'ils raffolaient justement nos canons César, qui étaient très efficaces pour eux sur le terrain. Mais là, tu dis qu'en fait, et je lisais par ailleurs aussi que leur progression, c'est plus par unité de temps que canons César. Je pense qu'ils n'auront plus besoin de ça. Ils vont pouvoir le produire en interne aussi, peut-être partie artillerie, canons César. Je pense que les parties les moins techniques, oui. Parce qu'en fait, si tu prends un canon César, qu'est-ce qui est bien dans le canon César? C'est le canon lui-même. C'est-à-dire que la métallurgie du canon est extrêmement sophistiquée, ce qui fait que le canon est extrêmement précis. Et l'autre élément clé, c'est la centrale inertielle qui fait que le canon, quand il se déplace et au moment où il se pose pour tirer, il sait exactement où il est, même si le GPS est brouillé. Mais le canon, le moteur du canon, tu vois, je veux dire, un canon sur un camion, c'est quand même un concept pas hyper compliqué. D'ailleurs, les Ukrainiens, ils en ont, là, ça s'appelle le Bodana, voilà. Mais par contre, donc ça, je pense qu'ils vont continuer à en produire. Par contre, ce que d'ailleurs KNDS commence à faire avec les Tchèques, c'est que KNDS produit plus de canons qu'il ne produit de canons César. Et en fait, il fournit juste le tube aux Tchécoslovaques. Donc en fait, nous, je pense qu'on va se spécialiser dans les zones, dans les éléments les plus techniques. Tu vois, un Bodana, par exemple, si on lui donne la centrale inertielle de Safran, tout de suite, ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus efficace. Et voilà, ce genre de choses. Et je disais aussi que dans ce qui était défense anti-aérienne, il y avait des partenaires aussi qui se nouaient entre l'industrie locale et Thales pour la fourniture de certains éléments, parce que c'est un vrai sujet pour eux, évidemment, là, ils se font bombarder. Alors, ouais, je suis moins encore pour
le coup, là, je pense qu'on commence à arriver sur des systèmes beaucoup plus techniques où, tu vois, Israël, ils ont probablement la meilleure défense antiaérienne du monde. Et surtout, ils ont bien, vu qu'en fait, ils s'en servent, du coup, le calcul rendement, c'est-à-dire coût-bénéfice, bah, c'est quelque chose qu'ils savent faire. Et donc, ils sont très conscients que tu peux pas, enfin, en fait, aujourd'hui, militairement, tu peux pas tirer sur un missile qui vaut 50 000 euros Et puis, avec il y a un des missile millions. qui vaut 1 million. Ouais, c'est pas possible. Ça va pas durer longtemps, quoi. Ouais. Tu vas vite être à bout de souffle. Et donc, sur la partie bas coût, tu vas par exemple shooter les trucs iraniens, là, Les Shahid, je sais plus comment les ça bombes s'appelle, glissantes, là. Ouais. les Shahid, voilà. Voilà, les Shahid, là, pour le coup, je pense que les Ukrainiens, c'est aux Ukrainiens de trouver des solutions pas chères pour shooter les Shahid. Nous, on va arriver sur des trucs probablement plus haut du spectre, tirer sur les missiles balistiques ou les missiles de croisière. Voilà. Et puis, sachant qu'en fait, il y a aussi je pense qu'il y a les missiles, il faut aussi les laisser passer. Il faut juste savoir mieux camoufler les cibles ou avoir des cibles relativement résistantes. Parce que si tu commences à tirer si tu commences à essayer de contrer tous les missiles qu'on te tire dessus, c'est pas forcément l'utilisation la plus intelligente de tes ressources, quoi. Donc voilà. Mais je pense que, tu vois, mécaniquement, nous, en fait, on est quand même très loin. On est à plus de 2000 km. Et donc, du coup, on va se spécialiser dans des systèmes de haut de spectre. Ça se fait absolument Alors par justement, je défaut. me demande où tu places ce spectre, mais et en parlant de rapport bénéfice, je m'interroge sur la place des chars en fait maintenant dans la guerre moderne, parce que moi quand je vois les vidéos qui reviennent du front, on voit des chars, alors des T-90 qui coûtent 5 millions de dollars, mais qui se font neutraliser avec un drone, deux drones, donc pour quelques milliers de dollars. Dès qu'ils sortent le bout de leur nez, c'est tant qu'ils se font identifier presque immédiatement par les drones de reconnaissance, et après on voit les drones qui pleuvent dessus, et en fait ils ne peuvent pas s'échapper. Et donc là on se dit, mais qu'est-ce qu'il advient comme ça de l'usage des chars à la guerre? Et alors nous, on a le char Leclerc, après il y aura les chars de génération suivante, mais quelle est l'utilité du char selon toi maintenant? Où tu le places sur le spectre? Ça m'a l'air complètement caduque maintenant au regard de ce qui se passe sur le terrain. Ouais, c'est une très bonne question. Je t'avoue que là, je crois que je m'y connais pas assez bien pour vraiment donner un avis ferme. J'ai un peu la même intuition que toi, c'est-à-dire que parce qu'en fait, un T90, ça coûte quelques millions d'euros, mais un Léopard ou un Leclerc, on est plutôt sur des dizaines de millions d'euros. Tu vois, moi, ce que je comprends, c'est qu'un Léopard, ça vaut un Léopard complet, standard A8, etc. C'est plutôt 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, avec 4, tu as un Rafale, quoi. Donc, ça commence à être un système cher, effectivement, qui est très sensible, enfin très vulnérable aujourd'hui à des munitions qui coûtent pas cher. Alors, je pense aussi que les vidéos, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu ne vois que les vidéos où enfin, le pilote de drone, il poste la vidéo où ça a marché. Il ne te poste pas Ouais, si bien ça se trouve, il y sûr. a de coups, il a raté. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est très vulnérable. Donc, il va peut-être y avoir aussi des systèmes anti-drones qui vont être inventés. Donc, tu vois, c'est un peu l'épée et le bouclier. Aujourd'hui, l'épée a un temps d'avance, mais peut-être qu'il va y avoir des boucliers, des systèmes qui permettent d'abattre les drones. Et à ce moment-là, qui redonneraient de la valeur à la plateforme. Et je pense quand même qu'en défense, ça peut quand même être utile d'avoir des chars. Et d'une façon générale, il faut se poser la question, un matériel, il faut se poser la question de à quoi il sert. Et un char, à quoi ça sert? Ça sert à faire du tir direct. Il faut que ce soit mobile. Donc ça tu as quand même un avantage qui reste, la mobilité. Et il faut que ce soit blindé. Donc là, tu vois, sur tes drones kamikazes, bah, je pense que tous les drones kamikazes n'arrivent pas à mettre hors de combat les chars, donc ça a quand même un intérêt par rapport à un véhicule non blindé. Et en tout cas, c'est sûr que ça sauve des vies, parce que même si ça neutralise le char, l'équipage, je pense, dans un char occidental, c'est un Léopard ou un Leclerc, en général survit. Et enfin, ça sert à faire du tir direct. Donc la question, c'est est-ce que sur le champ de bataille aujourd'hui, tu as besoin de faire du tir direct? Et je pense que ça doit quand même servir un peu. Moi, j'ai quand même vu récemment quelques vidéos de chars ukrainiens qui détruisaient des colonnes de camions russes. Donc, tu D'accord. vois, ça peut quand même être utile, quoi. Donc,
je pense qu'il y a clairement un problème de drone, mais pas que, hein, puisqu'on a vu à l'été 2023, quand les Ukrainiens ont essayé de faire cette contre-attaque sur Zaporizhzhia, là, qui était complètement téléphonée, que les Russes, avec leurs hélicoptères, leurs Kamov, ont réussi assez facilement à stopper les chars ukrainiens avec des missiles anti-chars tirés à 8 km. Donc l'hélicoptère, il était à 30 mètres du sol, un missile à 8 km et il a neutralisé le char. Donc il y a ça, mais pareil, c'est-à-dire que si ça avait été la France ou disons un consortium, un groupe d'armées européennes, ces hélicoptères, ils se seraient fait abattre par des avions, ils se seraient fait abattre par des rafales. Donc je pense qu'on a il y a des éléments, enfin comment dire, il y a des enseignements intéressants de la guerre en Ukraine, ça c'est clair, mais par contre on n'a pas tout vu. C'est-à-dire que les Ukrainiens, il leur manquait clairement une aviation qui soit capable de faire de la quasi-domination, et ça aurait peut-être un peu changé les choses sur les leçons qu'on en aurait tirées, quoi. Donc il faut rester un peu ouvert sur cette affaire. Et je ne mettrai pas encore les chars complètement à la casse, mais par contre c'est un système qui est cher, et comme tous les systèmes chers, ceux qui les utilisent, il faut faire très attention à ne pas les dépenser bêtement, quoi. Voilà. Ouais, intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur donc cette idée qu'en fait le front est en train de se geler, que vraisemblablement on arrive sans doute à la fin de la guerre. En fait, je remarque malgré tout que la Russie arrive, même cette année, devrait réussir à équilibrer son budget. Donc, ils dépendent moins que jamais des hydrocarbures. Je crois que c'est passé de 45% des recettes de l'État à 25%, donc ça diminue. Ils sont capables de payer grassement leurs soldats et les familles de soldats quand il y a des morts. Donc, en fait, ça produit même un espèce de stimulus économique. Donc, effectivement, dans certaines campagnes, on ne voit pas revenir les maris, les pères, mais en fait, il y a aussi des témoignages qui disent qu'ils s'enrichissent tellement que finalement les gens s'y retrouvent. Et bon, je voyais un reportage sur LCI, après ça vaut ce que ça vaut, mais il y a des gens qui reviennent du front et en fait qui n'attendent que d'y retourner parce que finalement, économiquement, c'est profitable. Donc, on se dit, OK, 1 million de personnes neutralisées, bon, 200 000 morts sur un pays de 130 millions d'habitants. On se dit, mais il peut encore sacrifier 2-3 millions. Et s'il arrive en fait à tenir son économie en parallèle, on pensait qu'elle s'effondrait, mais elle ne s'est pas encore effondrée. On se dit que peut-être qu'il va quand même vouloir pousser, même si en fait les pertes sont catastrophiques de son côté. Et de l'autre côté, on a une Ukraine qui, alors évidemment, ne cherche plus trop à avancer, mais qui est en train de mettre au point ses propres missiles de longue portée. Je crois qu'ils ont obtenu les Taurus. Et là, maintenant, on a le pont de Kerch qui est à portée de tir, si je comprends bien. Donc là, je me dis, mais on a quelques semaines, quelques mois de voir ce pont exploser. Ils peuvent frapper encore plus en profondeur. Et ça, tu ne penses pas que ça peut être de nature à prolonger la guerre ou à faire à bousculer un peu l'État? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, alors, côté russe, si tu veux, ce qu'on voit, c'est en fait, c'est comment dire, c'est comme si tu bouffais du sucre, c'est comme si tu bouffais plein de sucre. Alors sur le moment, tu as la pêche, mais par contre, dès que tu arrêtes, tu vas vraiment être complètement crevé. C'est-à-dire que c'est insoutenable dans la durée, ce genre de. Si tu veux, l'État russe, en fait, prend les ressources, une grosse partie des ressources d'hydrocarbures, et les alloue à la conduite de la guerre. Bon, ok, mais enfin, tu vois, c'est pas un État qui peut durer éternellement. Donc, c'est un État qui ça leur permet de tenir pour le moment, mais ça ne durera pas éternellement. Et surtout, c'est pas indolore. C'est pas vrai que c'est indolore. Le gars qui rentre et qui a envie de retourner au front, excuse-moi, mais il a un problème. Enfin, je suis désolé. C'est pas l'état de nature des gens, c'est pas d'aller faire la guerre. Donc, si lui, la seule chose qu'il veut faire, c'est faire la guerre, c'est qu'il est psychologiquement, il a été abîmé, tu vois. Et je pense, en fait, quand tu es dans une guerre comme ça, tu te dis, il faut pas la perdre, tu vois, parce que ça serait une humiliation. Bon, mais très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire gagner? Qu'est-ce que ça veut dire perdre? En fait, c'est pas comme ça exactement qu'un État réfléchit. Il y a un moment, à un instant T, le pouvoir politique, s'il est rationnel, et quand même les États en général se conduisent relativement rationnellement, c'est assez rare qu'ils soient complètement fous, ils mobilisent des ressources d'un côté pour mener des actions armées, et la question c'est quel est le gain politique qu'il en retire. Et à partir du moment où politiquement il n'y a plus aucun gain, objectivement ça n'a plus de sens. Et là je pense qu'on a atteint ce point depuis assez longtemps pour les Russes, quoi. Et en fait, le problème c'est juste que Poutine il cherche une échappatoire politique
Lui, ce qu'il veut, c'est se maintenir en place au pouvoir. D'accord? Donc, et pour ça, quand tu es un dictateur comme ça, il ne faut pas que tu sois humilié. Donc, il cherche une voie d'échappatoire qui ne soit pas trop humiliante pour lui. Dès qu'il va la trouver, il va la prendre, je pense. Et je pense qu'on n'en est pas très loin. Et côté ukrainien, alors tu disais. Les missiles longue portée là, qu'il a permis Eh de ben, je te ferai un peu le même commentaire. C'est-à-dire, quel est l'intérêt politique d'aller frapper dans la profondeur pour les Ukrainiens? S'il y a un intérêt militaire, ça c'est clairement, il faut le faire, ils le feront. Tu vois. Par exemple, quand on leur a quand on a autorisé les Ukrainiens à utiliser les Scalp, donc des missiles français, enfin Scalp et Storm Shadow. Storm Shadow, c'est la version britannique. Enfin, c'est le même missile, mais sauf que ça s'appelle Storm Shadow chez les British. Et ben, ils ont utilisé ça. Tu sais, en fait, jusqu'à il y a quelques mois, le gros problème des Ukrainiens, c'est que les Russes leur balançaient des grosses bombes planantes, qui étaient des grosses bonbonnes d'explosifs jusqu'à 1 tonne. Ils avaient mis un kit avec des ailes et un kit de guidage qui n'était pas hyper précis, mais vu qu'en fait la bombe était très grosse, ça faisait quand même très mal aux Ukrainiens, notamment dans les villes. En fait, ça permettait de raser des immeubles et ce genre de choses. Avec les Scalp, ils ont pu taper des dépôts de munitions qui étaient assez loin en arrière du front. Et du coup, voilà, c'est ça. Xavier Titelman, c'est que les bombardiers ont dû aller encore plus loin et ça a divisé par deux le volume des bombes qui arrivaient. Et puis après, les Ukrainiens ont réussi à carrément brouiller les kits de guidage. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu utilises un Scalp pour faire ça, tu as un effet militaire. L'effet militaire, c'est que ton bombardier il est obligé d'aller 2 fois plus loin et donc, grosso modo, il fait 2 fois moins de missions chaque jour. Aujourd'hui, bombarder le pont du Kerch, c'est une opération militaire compliquée parce qu'il est très défendu. Ils ont quand même de la défense antiaérienne, les Russes. Et surtout, ça n'a d'intérêt que dans le cadre d'une campagne plus large pour reprendre la Crimée. C'est une opération chirurgicale pour couper les vivres de la Crimée. Et si tu n'as pas repris la bande de terrain qui est au sud de Zaporizhia jusqu'à la côte, qui était l'objet de la contre-offensive de 2023. De toute façon, c'est pas jouable. Et donc, du coup. Après, ça serait plus symbolique, quoi, pour humilier Poutine. Aujourd'hui, oui. Et donc, en fait, ça ne servira à rien. Et donc, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si j'étais chef d'état-major de l'armée ukrainienne, je dirais à Zelensky, aujourd'hui, là, dans l'état actuel des choses, ça ne sert strictement à rien d'aller attaquer le pont du Kerch. Et on ferait mieux de faire autre chose, quoi. Et franchement, ce conflit, là, au point où on en est, tu vois, politiquement, d'un côté comme de l'autre, je vois, en fait, toutes les options ont été enlevées, quoi. Tout le monde est coincé, on est dans une situation coincée. Donc, pour moi, le chemin de moindre résistance, c'est cesser le feu sur la ligne actuelle de front. C'est pas ce que j'aurais souhaité, tu vois. Ce que j'aurais souhaité, c'est que j'aurais souhaité qu'il n'y ait pas de guerre, moi, hein, tout simplement. Mais bon, la situation est ce qu'elle est et je vois pas trop. Je vois pas. Aucun des acteurs, que ce soit l'Ukraine, la Russie, l'Europe, la Chine ou les États-Unis, n'a soit d'intérêt, soit envie de mettre les moyens pour qu'il y ait un scénario très différent de ça qui se mette en place. Non, je comprends. Alors, je comprends que cet effort de guerre des Russes, ils ne pourront pas le continuer 10 ans, peut-être quelques années maximum, mais bon. Je pense qu'ils pourraient le continuer, mais c'est juste qu'en fait, en face, ça n'apporte rien politiquement. Ça n'apporte aucun gain politique. Donc, du coup, ça ne sert à rien et donc, il faut forcément arrêter. Alors, d'où ma question. En fait, effectivement, mais d'où ma question. Donc, il pourrait continuer, mais ça ne servirait à rien. Mais du coup, si un cessez-le-feu et qu'il continue, alors ça, c'est aussi le propos de Xavier Titelman. On se retrouve dans 2-3 ans avec une armée de 2 millions d'hommes, 4500 blindés, 70 000 missiles de croisière. Et là, tout de suite, on pense aux pays baltes. Alors, les pays baltes, Union européenne, OTAN, certes, mais s'ils lancent une attaque conventionnelle sur les pays baltes et qui prennent les pays baltes et qui nous mettent devant le fait accompli, il est bien évident qu'on n'utilisera pas l'arme nucléaire sur les Russes. Ça me paraît complètement inconcevable. Et donc, en fait, on se retrouve complètement coincé. Qu'est-ce qu'on fait quand on a tout ce flot d'hommes et d'équipements qui se déversent comme ça dans les pays baltes, qui sont tout petits et qui font la jonction comme ça avec Kaliningrad et la Biélorussie. Et donc, ça, c'est ce qui nous... Ouais, ce que tu fais dans ce cas-là, c'est la guerre. Et quels armements nous manqueraient, alors au-delà des hommes, parce que là, c'était Jean-Dominique Merchet qui expliquait ça, on a 1 400 000 militaires en Europe, mais en fait, on serait incapable d'aligner plus de 40 000 personnes au combat dans des délais très rapides. Qu'est-ce qui nous manquerait comme armement de ce que tu as compris, toi, pour en fait dissuader Poutine comme ça de se jeter sur les pays baltes?
Non, mais ce qui nous manque, c'est la volonté politique. C'est pas les hommes ou les armes un peu, mais on a quand même pas mal d'armes, hein. Je veux dire, si tu prends les stocks de toutes les armées européennes, il y a quand même du matos, hein. Il y a quand même du matos. Il nous en faudrait plus, mais il y a quand même des choses. Et par contre, la Ouais. question, c'est, enfin, je sais pas, moi, j'ai des enfants, moi. J'ai des fils ils sont adolescents. La question, c'est, imagine qu'ils aient 20 ans. Est-ce que j'ai envie qu'ils aillent mourir pour Donetsk ou mourir pour Riga? C'est ça la vraie question. Tu vois, Ouais, exactement. Ouais. il faut qu'on se pose. Et ben, est-ce que j'ai envie qu'ils aillent mourir pour Donetsk? Je sais pas, tu vois. Est-ce que j'ai envie qu'ils aillent mourir pour Riga? Un peu plus, clairement, parce que Ouais, ouais. et tu vois, Ouais. on peut prendre Donetsk jusqu'à Strasbourg, et où on met la ligne, où on dit non là, parce que si on attend qu'ils viennent à Strasbourg, tu vois, ça sera un peu tard. Bien Et sûr. par contre, clairement, enfin, on n'a pas envie non Mais plus. on est d'accord qu'on ne peut pas céder sur sur l'Union européenne et sur l'OTAN. Là, Il y a c'est un la ligne endroit, rouge en tout pour cas, nous. il y a un endroit où on peut pas céder, quoi. Il y a un endroit où il y a une ligne où il faut qu'on la mette, et cet endroit-là, on peut pas céder. Et à mon avis, les Pays-Bas, c'est un endroit où on peut pas céder. Mais de Mais là à dire, est-ce qu'on est prêt à envoyer 500 000 hommes français pour les Pays-Bas, c'est autre chose, tu vois. bien Il y a sûr. une gradation. On peut leur envoyer du matériel, bas Mm. de spectre, haut de spectre. On peut leur envoyer des troupes, et on peut monter comme ça jusqu'à Ouais. mobilisation totale. Euh, Bon, et je Ah pense que oui, déjà, tu vois, si tu mobilises déjà tout ce qu'a l'armée française aujourd'hui, armée de l'air, armée de terre, il y a déjà pas mal de choses, tu vois. Et donc, naturellement, je pense que vu que nous, quand même, on est tout au bout du continent, nous, on a un rôle à jouer dans les vecteurs de haut de spectre, dans le matériel. En fait, on doit être l'usine d'armement de l'Europe, en fait. Enfin, ouais. nous, les Allemands, les Britanniques, Mm. et on a une armée qui est. Parce que, euh, tu vois, même si on voulait mobiliser, imagine qu'on se dise, bon, c'est très important, il faut mobiliser 500 000 hommes. La logistique pour envoyer 500 000 hommes dans les pays baltes, c'est un truc de dingue, hein. C'est clair. C'est un truc de malade. Et on Ouais. compte pas tout, quoi. Je veux dire, tu es obligé de passer par l'Allemagne, la Pologne, éventuellement la mer Baltique. Enfin, tu vois, c'est pas comme envoyer des troupes. Au moment de la guerre, de la guerre froide, tu vois, les Russes, ils étaient à 300 km de la frontière. Bon, bah là, on n'avait pas de problème de logistique. Bien sûr. Ouais. On peut aller jusqu'à notre frontière, éventuellement aller en Allemagne fédérale. Là, il y a un vrai problème de logistique. Et donc, du coup, ce problème de logistique fait que On n'arriverait jamais à temps, de toute façon. Puis oui, on va pas prépositionner en permanence des 300 centaines de 000 hommes, troupes. c'est absurde. Donc, Mais, tu vois, mais c'est donc un on peu. est vulnérable. On est d'accord qu'on est vulnérable. Parce qu'il y a des minorités enfin, russophones, Ouais, russes dans ces pays. Enfin, ils y ont fait allusion, ils ont expliqué qu'ils voulaient les reconquérir d'une façon ou d'une autre. Et ouais, s'ils ouais. attaquent, qu'ils mettent devant le fait accompli, en fait, on est Ouais, mais coincé. Parce que, c'est à double tranchant parce que déjà qu'ils nous ont bien gonflé avec l'Ukraine, si jamais ils font ça, là, ils vont le payer vraiment très cher. Parce que bon, à ouais. l'arrivée, à la fin des fins, ils gagneront pas, tu vois. Parce que économiquement, la Russie, c'est 1,5% du PIB mondial. Si tu prends tous les pays européens et tu rajoutes la Grande-Bretagne, la Norvège, enfin, on est au-dessus de 20. Hmm. Déjà, il y a un rapport de 1 à 10 en termes de taille des économies. Ensuite, tu Bien as un sûr, ouais. complexe Le PIB de industriel l'Espagne. qui est en train de se remettre en branle. Donc, et ils ne pourront pas suivre les Russes. Non, Enfin, à part sauf si les Chinois les arment. C'est ça. En fait, Ouais, pour alors l'instant, après le problème, c'est qu'il y a la menace nucléaire au bout d'un moment après. C'est ça qui est terrible, c'est que si on non, arrive non, chez je eux, pense pas parce ils peuvent que, l'abrandir. qu'en fait, la menace nucléaire, la réalité de l'arme nucléaire, c'est une arme Ouais, suicidaire. perdant-perdant. Hein. Ouais, c'est C'est une arme perdant-perdant. Ouais. suicidaire. Donc, tu ne Non, mais l'utilises. si Poutine il sait qu'il va perdre le pouvoir, bon, dans un dernier coup d'éclat, Si Poutine sait que on va lui ôter le pouvoir, là, il va l'utiliser. Donc, c'est-à-dire que ouais, ben, si tu fais ce que Napoléon a fait en 1812, c'est-à-dire marche sur Moscou, et que tu ouais. arrives aux portes de Moscou, là oui, il y a une Parce que chance. la politique de la pierre brûlée, eux, ça leur fait pas peur, quoi. Voilà. Mais si c'est juste une guerre localisée, Ouais, ils ne l'utiliseront pas. D'ailleurs, tu vois, quand les Ukrainiens ont pris 1200 mètres carrés à Kursk, ils n'ont pas ouais, bien utilisé. sûr. Ouais. Ils ont dit, bon, bah, c'est Ah, local, même si c'était du territoire russe. ouais. Et c'est ça, c'est essentiel à comprendre dans la dissuasion nucléaire.
Donc en fait, la réalité, c'est que le conflit maîtrisé, contrôlé, classique est beaucoup, beaucoup plus probable qu'une utilisation de l'arme nucléaire. Mais par contre, Ouais, si ouais. tu n'as pas l'arme nucléaire, tu es en situation de faiblesse. Parce que tu ne sais jamais Alors, l'autre utiliser. alors, juste, je voulais en profiter pour citer une phrase choc là, justement de Jean-Dominique Mercier sur l'armée échantillonnaire bonsaï française. Ouais, Alors, une brigade de l'armée de terre, donc c'est-à-dire 7 à 8 000 hommes, ça pourrait tenir 20 km de front en Ukraine, ouais, et la France peut en déployer 4 au maximum. Donc en gros, ouais. Jean-Dominique Mercier demande, alors il ne cite pas les noms mais, aux militaires, mais en gros, on pourrait tenir à peine 80 km de front. Puis là, grosse origine en face, effectivement, sachant que le front, c'est 1000 km en Ukraine. Et là, on se dit, mais on est très, très, très loin du compte, quoi. Ouais, mais alors d'abord, on serait pas tout seul. C'est pas notre territoire. Bien Donc sûr, bien déjà, sûr. enfin, encore une fois, je veux dire, si c'était notre territoire qui était menacé comme en 14, c'est Ouais, pas un ouais, million, c'est 2,5 millions d'hommes qu'on mobiliserait, tu vois. Et bien on sûr, ouais. referait, tout le monde referait ses classes, on irait tous à Mourmelon. Enfin, c'est à 2000 km. Donc ça, on ne peut Ouais, pas en faire bien sûr. abstraction. Et donc, du coup, Ouais. 4 brigades, elles serviraient à quoi? Elles serviraient à faire une force mobile de contre-attaque ou de percée. Et ça, c'est quand même assez logique que ce soit à des puissances comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, de Mm. fournir ce genre de masse de manœuvre, quoi. Tu vois. Donc, Ouais. voilà. Et après, encore une fois, si on veut envoyer 200 000 hommes, je veux dire, Mm. physiquement, on peut le faire. La question, c'est est-ce qu'on a envie de le faire? Et je pense quand même que c'est quand même au pays du front Ouais, bien euh, sûr. de, Ouais, de- de jouer un rôle de premier plan, ouais, en la matière. le rôle enfin, c'est à eux d'avoir comment dire, des armées Ouais. de masse, quoi. Mm. Plus que nous, quoi. Voilà. Nous, on est plus Bien une sûr. équipe de soutien, quoi. On est plus sur le banc des remplaçants. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse rien et qu'on n'ait pas de morts. On aura des morts aussi. Mais il y a une logique à ce que. Mais tu vois, même si tu regardes la Grande-Bretagne en 1914, bah, c'était un peu la même chose, toute proportion gardée. Et ben, en 1914, au moment de la bataille de la Marne, il y avait 6 divisions britanniques sur le territoire français. 6. Et les Français, je pense qu'on avait, je ne sais plus, 70 ou 80 divisions. Et, bon, et en fait, c'est qu'au fur et à mesure de la guerre, en 17, là, ils avaient 2 millions d'hommes sur le Ça met territoire du temps. français et ils occupaient 40% du front. Mais ils ont mis 3 ans à se mobiliser. Et je pense que là, on aurait un Ouais. scénario qui serait un peu comme ça. C'est-à-dire que dans la première phase du conflit, la phase la plus mobile, bah, nous, on arriverait avec ce que Jean-Dominique appelle des troupes échantillonnaires, mais mobiles, professionnelles, qui peuvent boxer assez fort, tu vois, à un moment précis, donc pas du tout inutile, et très bien équipés. Et après, si le conflit s'éternisait comme ça se passe aujourd'hui en Ukraine, là, au fur et à mesure, je pense que la machine se Mm. mettrait en branle et on aurait des dizaines de milliers d'hommes, on prendrait le temps de les entraîner, et là, on pourrait prendre une part du front beaucoup plus grande, tu vois. Mais dire aujourd'hui, on va faire un format d'armée de terre avec 500 000 hommes projetables pour la première phase du conflit, je pense que c'est juste Ouais. pas crédible, quoi. C'est juste pas crédible et il n'y a pas la volonté politique pour faire ça. Ouais. Et alors, De Villepin, là, il a publié un essai dernièrement, et donc qui revient sur les différentes priorités à donner à notre défense. Donc, il y a la partie continentale, européenne, ça a trait à tout ce qu'on vient de se dire. Puis, il parle aussi de la nécessité de garder une force de projection, notamment parce qu'on a des intérêts dans l'Indo-Pacifique, et donc la question de se doter d'un deuxième porte-avions. Alors, je ne sais pas si tu as un avis sur la Mhm. question, et après, ça nous permettra d'embrayer sur le théâtre Taïwan, mer de Chine, Chine. Sur le deuxième porte-avions, non, j'ai pas vraiment d'avis, mais non, Parce que la c'est question, ce serait au détriment d'autres équipements, quoi. C'est toujours pareil. Et, parce que moi, la crainte, au c'est que ça détriment devienne un espèce de sitting duck, et que tu te fasses canarder par des espèces de missiles hypersoniques et que tu le perdes en fait très rapidement, quoi. Dans le cas où vraiment ouais, ça chauffait. moi, j'ai un avis. Non, alors, pour moi, le plus gros danger pour les porte-avions, c'est plus les sous-marins, quoi. C'est que ça peut se faire couler par un sous-marin assez vite. Euh, Non, ouais, non, mais la question, c'est s'il y avait un conflit en Indo-Pacifique, qu'est-ce qu'on ferait nous? Est-ce qu'on participerait? Mais et sous quelle forme? Est-ce qu'on rentrerait dans le conflit? A priori, je pense pas, hein, Voilà. en tout cas pas dans la première phase, parce qu'on n'a pas de traité de défense commune avec Taïwan. Genre, on n'est pas les États-Unis.
Ouais, Donc, bien sûr. c'est des contrats. C'est un peu comme deux sociétés commerciales. Si tu as un contrat, tu dois le respecter. Si tu ne le respectes pas, ta crédibilité disparaît, quoi. Et c'est quand même important, la crédibilité. Tu vois, c'est très important pour les États-Unis, c'est aussi important pour la France. Nous, on n'a pas d'engagement vis-à-vis de Taïwan. Donc, ça veut dire que je pense qu'au moins dans un premier temps, je ne vois pas de scénario où on pourrait expliquer politiquement à la population, c'est vraiment hyper important d'être belligérant dès le premier jour dans cette guerre. Ça me paraît totalement impossible. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que c'est quand même nos alliés, malgré tout. Au moins le Japon, l'Australie, même un peu les Philippines et la Corée du Sud. Donc je pense que par contre, on serait prêt à fournir de l'armement. Mais exactement comme les États-Unis étaient prêts à fournir de l'armement en 1940. Comme on fournit aujourd'hui en Ukraine. Non belligérant, mais on fournit de l'armement. Et je pense qu'on fournirait cet armement aux Américains. Parce que là, c'est facile. On pourrait dire, bah non, mais les Américains, c'est nos alliés. On leur donne de l'armement et après, c'est à eux de voir ce qu'ils en font. Est-ce qu'ils le gardent pour eux ou est-ce qu'ils le donnent à leurs alliés? Comment ils l'utilisent? Et ça, je pense que ça pourrait durer assez longtemps. Et voilà. Et donc du coup, tu vois, là, un porte-avions pour l'Indo-Pacifique, la question, c'est plus, en fait, ça serait plus, est-ce qu'on donne notre porte-avions aux Américains? Je crois qu'en fait, c'est comme ça voir la question. Mais il y a notre porte-avions, mais il y a aussi le fait qu'on a la capacité d'en construire d'autres. Parce que la cale de Saint-Nazaire, en fait, il suffit qu'on pousse les paquebots là et on peut fabriquer des porte-avions. Et en fait, la coque, ça prend pas tant de temps que ça. Enfin, moi, j'ai posé des questions, j'en ai parlé intéressant. aux industriels des chantiers navals de Saint-Nazaire. J'aurais demandé, mais tu vois, imaginons que les Américains perdent 5 porte-avions dans l'Indo-Pacifique. Est-ce que nous, on peut leur en construire? Sachant qu'eux, ils ont des cales, mais tu vois, eux, ils sortent un porte-avions tous les 5 ans. Ils ont des cales qui font, à ma connaissance, que ça. C'est l'industriel qui fait ça, c'est le chantier naval, c'est Huntington Ingalls. Et je ne suis pas sûr qu'ils pourraient augmenter les cadences très fort. Enfin, je pense qu'ils essaieraient. Hein, mais en tout cas, nous, on a une cale où si on disait, ils m'ont dit en fait, si on pousse les paquebots et qu'on fait que des porte-avions et que vous nous fournissez la chaufferie, etc. En fait, je pense que déjà, si on faisait ça, si c'était des porte-avions pour l'Indo-Pacifique dans un scénario de guerre, d'attrition, je pense que la propulsion nucléaire, on laisserait tomber, on remplacerait par des moteurs diesel. Donc ça, je pense que c'est plus facile à produire. Et ensuite, il faudrait la catapulte. La catapulte, c'est les Américains qui la font. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que les Américains ont la capacité de faire 2-3 catapultes par an, quoi. Et donc, en admettant que les Américains ont la catapulte et qu'ils peuvent nous la fournir, après avoir gardé les catapultes pour eux, hein, et ben, ils m'ont dit on pourrait sortir un porte-avions par an. Tu vois, et donc, du coup, un porte-avions par an, c'est pas mal quand même, sachant que ça veut dire probablement que les Américains, eux, ils pourront en sortir 2 par an, je pense, au moins 1 ou 2 par an, quoi. Donc, ça veut dire que si les Américains perdent 5 porte-avions, mais qu'on reste dans une guerre d'attrition, en fait, on revient sur un truc un peu comme la Seconde Guerre mondiale, où on commence à sortir des porte-avions à la chaîne, un peu dégradés par rapport à aujourd'hui, parce que tu n'as plus la propulsion nucléaire, parce que c'est pas le sujet. Mais alors, du coup, je pense que le problème, c'est d'avoir des équipages. C'est parce que je pense pas qu'on a des équipages, ni nous, ni les Américains, ni personne, en fait, pour former 3 porte-avions par an. Ça me paraît totalement impossible. Donc, du coup, en fait, s'il y avait un conflit, pour moi, une des clés, quand j'ai creusé le dossier, c'est que ce soit, pour la partie maritime, en fait, il faut sauver les équipages. Et là, pour le coup, je pense que ni nous, ni les Américains, on a pensé à des solutions. Il faudrait peut-être des hydravions, par exemple. Des hydravions, tu as un bateau qui coule, les mecs, ils se retrouvent dans l'eau sur des bateaux en gonflables, et il faut aller les chercher. Et il ne faut pas aller les chercher dans 72 heures, parce que 72 heures sur l'eau, tu as pas mal de morts, quoi. Donc voilà, enfin, moi, c'est un peu. Je pense que à la fin, le facteur limitant, c'est le facteur humain, je pense. Non, parce que là, autant nous, tu vois, on est à 2000 km de l'Ukraine, mais alors un conflit dans la mer de Chine, on est très très loin des États-Unis. Et les Chinois jouent dans leur cours. Les Chinois, donc, ce que les économistes nous disent, c'est que d'ici à 2030, c'est possiblement 45% donc, de la puissance manufacturière industrielle mondiale. Donc, en fait, ils peuvent produire à eux seuls plus que
les États-Unis et leurs alliés réunis. Et donc, passer les premières semaines où on épuise toutes les missions qu'on a à disposition, en fait, on est dans une guerre d'attrition et je ne vois pas comment on peut faire face à ce jour, même si on se réveille, nous, en Europe, Je face à pense la que puissance industrielle chinoise qui joue chez elle, en fait, qui joue à Ouais, domicile. je pense Ça, que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de. Tu arrives naturellement sur. Bon, on est le 10 avril là, sur l'actualité, c'est-à-dire la guerre commerciale. Effectivement, les Chinois, ils sont passés de 5% de la production manufacturière dans le monde il y a 30 ans à 30 aujourd'hui, et ils vont vers 45. Et en fait, ça ne peut pas continuer. Il faut absolument que ça s'arrête. Et donc, du coup, sachant qu'en fait, ils exportent. Tu vois, ils doivent exporter au moins la moitié, voire les 2 tiers. Donc, c'est très, très tourné vers l'export. ouais, Et ça là, je pense que c'est. et avec le rythme mobile, quoi, Ouais. qui peut Et, être converti en esprit de défense au cas où, mais si on n'en a plus, là, comment on ouais. fait? Et je pense que là, on est en train d'assister à l'arrêt en fait de ça. Parce que ça peut pas. En fait, c'est pas acceptable pour le reste du monde que la Chine ait 50% de la production manufacturière. C'est juste pas possible. Ouais, Et donc, du ouais, coup, ça on part. va fermer nos marchés. Tout le monde va fermer. Tu vois, aujourd'hui, c'est les Américains. Demain, par répercussion, ça va être l'Europe, tout le monde. Et on va et soit on arrive à se mettre d'accord avec les Chinois pour mettre un maximum de la production industrielle mondiale chez eux. Soit si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va juste fermer le marché export. Et vu que leur demande intérieure elle est quand même assez faible, et ben du coup, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que ce 45% en 2030, ça ne se passera pas. Ouais. Parce que c'est pas acceptable pour le reste du monde. Et Pour moi, il y a un vrai. Ouais. Jusqu'à maintenant, ils produisaient toutes sortes de petits appareils en tout genre, mais il y a les machines-outils. Les Chinois, là, les Allemands sont en train de se faire un peu écraser après justement avoir perdu tous les secteurs industriels ou presque. Mais un vrai test, je pense, ça va être l'industrie automobile, parce que là, ils sont en train de prendre des parts de marché Je suis assez sur fort. le. C'est, Là, ils sont en train de gagner des parts de marché à l'export démentielles. Et d'ailleurs, d'ailleurs, tu as eu des tarifs, des droits de douane très importants aux États-Unis d'abord, mais même maintenant en Europe. C'est bien ouais. qu'il y a un problème. Mais, sauf qu'en fait, je viens de venir aussi, alors là, parce qu'il y a un intérêt de défense, mais finalement, ils font des voitures électriques de meilleure qualité que nous en Europe et moins chères. Donc, d'une certaine manière, pour le consommateur, c'est une perte sèche de ne pas pouvoir acheter des voitures chinoises. Mais il y a les intérêts géostratégiques Ouais. derrière. Et si Intérêt géostratégique, si tu veux, enfin, je veux pas être méchant, mais en fait, on s'en fout. Quand c'est des questions de vie et de mort, le fait que le consommateur paye un peu plus cher, on s'en fout. C'est trop grave, quoi. Tu vois, il y a dans la hiérarchie des problèmes. Là, il y a. Enfin, si c'était le Japon ou l'Allemagne, comme c'était le cas dans les années 70, 80, c'est des pays alliés, pas menaçants, de taille quand même inférieure hein, par rapport aux États-Unis. Là, c'est potentiellement un ennemi. Ils sont quand même en train de. Enfin, leurs intentions, clairement, ils le disent, en particulier sur Taïwan, mais pas que, euh, sont belliqueuses. Ensuite, là, sur l'Ukraine, ils ont quand même soutenu en sous-main la Russie, quoi. C'est quand même, pour les Européens, c'est extrêmement agressif. Hein. Tu as quand même une puissance sur le continent qui sert de base arrière pour la Russie. C'est totalement inacceptable, quoi. Et d'ailleurs, quand on a commencé à gueuler, premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un bataillon chinois pour faire des manœuvres en Biélorussie. C'est ultra ouais. agressif, quoi. Mais Ultra agressif. parce qu'il y a d'autres sons de cloche qui disent que, bon, alors déjà, les Ukrainiens achètent toujours beaucoup de drones aux Chinois, et il y a même des Ouais. usines de drones en Chine où il y a des drapeaux ukrainiens partout, en fait, où le peuple chinois lui-même, il y en a une partie qui prennent parti pour les Ukrainiens, il semblerait. Ouais, mais Alors, bon, ça, c'est. Alors, oui, parce qu'en fait, industriellement, la Chine a un espèce de monopole sur le marché du drone, des petits drones, du quadcopter, des petits quadcopters. Là, DJI, ils ont éliminé toute la concurrence. Mais en Chine, ce qui compte, c'est pas le peuple. Ce qui compte, c'est Xi Jinping. Donc, et Xi ouais, Jinping, lui, ce qu'il voit, c'est que son intérêt, c'est que la Russie soit un allié et un allié junior. Et là, c'est ce qu'il a obtenu et il en est très content. Et après, que dans 3 usines à un endroit en Chine, les mecs mettent des petits drapeaux ukrainiens, il s'en fout complètement. C'est pas son. ouais, Enfin, bien sûr. tant qu'ils obéissent Mais, aux ordres, et c'est. alors, tu es d'accord que la stratégie soi-disant, de Trump de nous faire une reverse Kissinger en désolidarisant la Russie de la Chine, c'est peine perdue. Ils sont trop proches, il y a une amitié entre les deux dirigeants, ils se complètent au niveau économique, on est d'accord que c'est peine perdue. Je pense que peine perdue, rien n'est jamais peine perdue, mais
Je pense que c'est clairement pas l'intérêt de la Chine et je pense que les conditions que mettrait la Russie pour faire ça, un changement d'alliance, en fait, il voudrait, en gros, il voudrait que la moitié, enfin, pour faire simple, il voudrait revenir à leur zone d'influence de 1989, c'est-à-dire jusqu'à l'Allemagne de l'Est. Et ça, c'est juste inacceptable pour les Européens. Donc, du coup, nous, on dira non. Et du coup, ça ne se fera pas. Donc, en fait, après, les Russes, je pense quand même qu'au-delà de Poutine, qui ne sera pas non plus éternel, il n'est pas seul. Et quand même, les autres en Russie, moi, j'y allais une fois par an quand j'étais à Londres. Et donc, alors, tu vois, je ne parle pas russe. Je ne prétends pas que c'est un pays que je connais bien. Ce n'est pas vrai, mais j'y ai mis les pieds. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait des choses un peu bizarres quand même, tu vois, en rentrant. Et je pense en tout cas que ils se pensent comme un empire, les Russes. Ça, c'est une certitude. Et ils vivent très très mal le fait d'avoir perdu la guerre froide. Et ils ne l'acceptent pas. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont revanchistes comme ça. Tu vois, ils veulent pas voir en face le fait que… J'ai regardé 2-3 chiffres par rapport à 1939. En 1939, l'économie russe, enfin soviétique à l'époque, dans l'économie mondiale, c'était entre 10 et 15%, disons 12-13 de mémoire. Et la population soviétique, ça devait être, je pense, 7-8% de la population mondiale. D'accord ? Aujourd'hui, l'économie russe, c'est 1,5% de l'économie mondiale. En fait, ça a quasiment divisé par 10 en relatif. Tu vois ? Et donc, en fait, là où, en 1939, l'Union soviétique était une grande puissance, certes inférieure aux États-Unis, mais je pense que d'ailleurs, leur pic, ça devait être en 1950, hein, à vrai dire. Je pense, probablement, ouais. Et donc là, aujourd'hui, ils sont une puissance. Enfin, si tu considères que l'Europe est une puissance, bon, c'est débattable, mais admettons quoi. Première puissance mondiale, les États-Unis et l'Amérique du Nord, disons. Deuxième, la Chine. Troisième, l'Europe. Et quatrième, mais assez loin derrière, la Russie, quoi. Et ça, ils veulent pas. Non, mais eux, c'est la superficie. Ils auront toujours pour eux la superficie, l'arme nucléaire, bon, les ressources en hydrocarbures. Et le siège au Conseil de sécurité. Bon, l'Australie, le Brésil et le Canada, s'ils ont aussi des grandes superficies, ça n'en fait pas des grandes puissances. Bien sûr. La population, en fait, ton poids économique, tes capacités technologiques, c'est plus important que la superficie. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu comme un ivrogne qui a encore 1 gramme d'alcool dans le sang. Et il voit pas clair et il faut qu'il dégrise. Quoi. Et je pense que la guerre en Ukraine, ça fait partie de ce processus de dégrisement, mais ça peut prendre encore longtemps. Le jour où ils seront arrivés à accepter ça, à accepter le fait qu'en fait, ils sont plus une grande puissance, et ben là, ce reverse Kissinger sera peut-être possible. Mais en fait, leur intérêt, c'est pas vraiment ça, hein, d'ailleurs. Leur intérêt objectif, c'est de faire la balance entre les deux, en fait. C'est d'être à mi-chemin entre les deux. C'est là qu'ils auront… Ça serait la façon de maximiser leur influence politique. Bien sûr. Et donc, du coup, je pense que on va finir par y arriver, mais ça prendra probablement beaucoup de temps, quoi. Parce que là, justement, tu dis que Poutine n'est pas éternel. Il y aurait pu y avoir une révolution de palais, plus ou moins sanglante. Prigojine, t'imagines, ça peut être pire, c'est ça. Ma question, c'est que… En fait, on se dit, Poutine va partir, ouais, mais le mec qui va le remplacer, il sera peut-être pire, en fait. Parce que, par exemple, Prigojine, je ne sais pas si on a réussi à négocier. Non, mais les bras droits de Poutine, il y a des mecs, c'est des avions. Donc, ceci dit, je pense quand même que si Poutine n'était plus là, parce que lui, il a la responsabilité, le capital politique de la guerre en Ukraine. Donc, n'importe quel successeur, ça sera la chance pour lui de redémarrer de zéro, quoi, dans ses relations. Ouais, de redémarrer de zéro. Ouais. Il pourra faire des choses que Poutine ne peut pas faire. Alors, juste pour clore sur le théâtre de Taïwan, on est d'accord qu'assez inévitablement, Taïwan aurait retombé dans le giron chinois. Ça paraît assez inévitable, non? Ou tu penses que les Américains iront à la guerre? Non, je ne pense pas que c'est inévitable. Je pense pas que c'est inévitable, mais je pense que ce qui est par contre inévitable, c'est que on est en guerre froide. Enfin, les États-Unis sont en guerre froide avec la Chine et par voie de conséquence, nous aussi. C'est juste que nous, on n'est pas encore 100% conscients.
et que, tu vois, et qu'une guerre froide, en fait, ça se finit pas forcément en guerre chaude, mais par contre, c'est la matrice qui génère toutes les relations politiques, économiques pendant des décennies, quoi. Et ça y est, on est dedans pour au moins 30 ans, quoi. Mais après, que Taïwan tombe ou pas, en fait, au fond, c'est pas vraiment le sujet, quoi. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est qu'il y ait une tension entre les deux puissances. L'endroit, tu vois, c'est comme deux plaques tectoniques, quoi. L'endroit où elles se rencontrent et où il y a le tremblement de terre, à la rigueur, c'est pas vraiment la question. Ce qui compte, c'est elles essayent de se pousser l'une sur l'autre. Ouais. Et ça, c'est une certitude. C'est juste absolument une certitude et ça ne changera pas. Je dirais même que même si le gouvernement communiste, tu vois, avant, je me disais, le problème, c'est le régime communiste chinois. Si s'il y avait en Chine un régime politique comme à Taïwan, Non, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. ouais, En fait, mais en fait, non, ça que sera un c'est régime une vision. nationaliste, quoi qu'il arrive. Ouais, Ouais. c'est pas Mais les même s'il communistes. y avait un régime plus ouvert, en fait, je pense que les Chinois, ils ont une vocation de puissance dans leur zone géographique et que, tu vois, c'est une vision un peu réaliste de la politique internationale et que donc cette guerre froide, elle est là et elle est là pour assez longtemps, quoi. Mais tu vois, encore une fois, si tu prends l'URSS, bon, bah, sur plusieurs décennies, une grande puissance comme l'URSS peut passer de deuxième puissance mondiale à un truc marginal, quoi, ce que la Russie est aujourd'hui. Euh, donc la Chine, ça peut aussi arriver, hein. C'est-à-dire que s'ils se ferment complètement, s'ils font des bêtises Ils politiques. sont quand même ils sont quand même un milliard. Et puis, voilà, ils sont Ouais, ils à sont la un pointe. milliard, mais dans 60 ans, ils seront plus un milliard. Et puis économiquement, leur modèle économique, c'est débattable de, tu vois, où ça va aller. Parce Mais que d'ailleurs, parce qu'on dit que enfin, ça dépend aussi beaucoup de l'énergie, l'économie, évidemment. Et alors, ils sont encore très loin de pouvoir tout électrifier. Et donc, ils dépendent énormément de l'essence qu'ils n'ont pas. Et donc, ils vont moi, s'obliger de la faire venir. Et est-ce qu'on peut organiser un blocus? Alors, après, il y a les pipelines, mais les pipelines, ça se bombarde mais excessivement. tu fais ça que dans le cas d'un conflit chaud. Tu Oui, fais oui, bien pas. sûr. Mais Euh, ce que je veux dire, c'est que si le conflit devient très chaud, et si c'est d'ailleurs eux qui lancent les hostilités, est-ce qu'on ne peut pas tout de suite les calmer en neutralisant l'approvisionnement en hydrocarbures, que ce soit en bombardant les pipelines ou voilà, oui, en bloquant les navires? oui, mais ça les calmerait pas. Parce que je pense que s'ils rentrent, évidemment, ils auront prévu le coup. Ils savent très bien qu'ils importent les deux tiers de leur pétrole par voie Mais sans maritime. pétrole, ils ne peuvent plus rien faire. Ils peuvent plus, Ils plus, peuvent aller plus récupérer en de... Russie, ils peuvent récupérer au Kazakhstan. Tu vois, il y a une infrastructure continentale. Il n'y a pas Ouais, mais que. par les pipelines, mais ça se bombarde très facilement. Ça se neutralise encore plus facilement Ah que non, des. non, ça se bombarde. Des pipelines en plein milieu du continent eurasiatique, je pense pas que ça se bombarde facilement. Avec des missiles Ouais. intercontinentaux? Et si ça se bombarde, ça se répare très facilement pour le coup. Parce que tu as ta section qui a été bombardée, tu arrives, tu remets tuyau, tu ressoudes et puis c'est terminé, quoi. Euh, Là, Voilà. le Power of Siberia, je sais pas quoi, là, Ouais. il a acheminé beaucoup d'hydrocarbures pour Ouais, et l'instant. puis je pense que c'est hors d'atteinte même pour l'US Air Force, hein. Enfin, Ah bon, mais avec un missile intercontinental? À 5000 km, ils peuvent neutraliser. Après, bon, ça, en termes de coût-bénéfice, ça serait ouais, absurde de tirer un missile continental ouais, sur un pipeline, quoi. Non, mais franchement, ça se répare en 24 heures, hein. Enfin, j'exagère ouais. peut-être un peu, mais c'est vraiment pas grand-chose à réparer, quoi. C'est Et, comme des chemins de fer, tu sais, les Américains ont beaucoup, enfin les Alliés ont beaucoup bombardé les chemins de fer allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. ouais, Enfin, un chemin de fer, c'est le truc qui a été bombardé. Tu arrives, le cratère, tu remets de la terre dans le boum. cratère, Branche, là. tu mets tes trucs en bois, tu remets tes rails, et 12 heures plus tard, Ouais. les trains ils refonctionnent, quoi. Alors, C'est, ouais, peut-être que comme on approche un peu de l'heure déjà, j'ai juste peut-être deux dernières questions. Alors, la première, ouais. justement, d'un point de vue investissement. Alors, si je suis un investisseur passif, donc, bon, bah, qui par défaut peut-être a envie d'investir sur les index mondes très larges, voilà. Euh, Ouais. bon, après, alors, on nous a parlé pendant un temps de tout ce qui était voilà, les industries liées comment dire, la transformation énergétique, donc le vert. Après, on est passé au kaki pendant la guerre en Ukraine, donc les industries de défense. Mhm. Là, avec les droits de douane, la relocalisation à tous les niveaux. Mais du coup, si je suis plutôt un investisseur passif qui veut jouer la sécurité, est-ce que je dois rester sur les indices monde très large ou est-ce qu'il y a quand même des indices sur certains secteurs qui vont forcément être plus rémunérateurs sur les 20 prochaines années?
Alors forcément, je ne sais pas, mais là, je vais plaider un peu pour ma paroisse. Je vais te dire ce que nous, on fait, ça sera plus simple. Donc moi, j'investis que sur j'ai un fonds d'investissement, je co-gère un fonds d'investissement qui investit sur des sociétés cotées, et plutôt des grosses sociétés, au-dessus de capitalisation, au-dessus de 10 milliards. Mais c'est parce que c'est ma feuille de route, quoi. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on investit que dans des sociétés dont la maison mère est dans un pays de l'OCDE, justement pour des raisons de sécurité politique. On veut en fait que le droit de propriété de l'actionnaire soit strictement respecté, ce qui n'est pas le cas par exemple en Chine, et aussi que, tu vois, on a vu en fait les sociétés russes au moment de la guerre en Ukraine, eh ben, elles ont été sous sanction, quoi. Celles qui étaient toutes les boîtes de pétrole que je connaissais bien, là, les Lukoil, les Rosneft, les Novatek, etc., qui étaient cotées à Londres, eh ben, 5 jours après le début du conflit, sanctions, interdit de transaction. Et donc, quand tu avais une ligne dans ton portefeuille, donc, tu vois, nous, historiquement, on a eu du Gazprom, mais on n'en avait plus en 2022. Si tu te retrouves avec du Gazprom, bah, ton Gazprom, il est sanctionné, tu ne peux plus les vendre, tu es obligé de marquer ton truc à zéro, et puis voilà. Et tu peux même pas t'en débarrasser, quoi. Et donc, s'il y avait un conflit demain, si demain la Chine envahit Taïwan, si tu as des titres chinois dans ton portefeuille, c'est ça qui va se passer. Ça va être sous sanction, quasiment immédiate, et tu pourras rien en faire. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et après, voilà, une fois que tu as dit ça, si tu es passif, bah, les trucs les plus simples en passif, c'est action européenne et action américaine. À toi de voir le dosage. En gros, il y a 3 grands indices, hein. Il y a le Stoxx Europe 600 en Europe, qui est assez bien diversifié, qui est assez connecté à l'économie mondiale et industrielle. Donc, tu n'as pas que l'Europe là-dedans, parce qu'en fait, souvent, les boîtes, notamment les boîtes industrielles, font du chiffre d'affaires vraiment dans le monde. Et puis aux États-Unis, tu as le S&P 500. Et le S&P 500, c'est un peu ta moitié, c'est des boîtes américaines qui sont très exposées à l'économie domestique américaine, et moitié tech, où là, tu as une exposition plus globale. Et puis le Nasdaq, où là, c'est vraiment de la pure tech, ou en général de la croissance. Et donc, moi, je resterai, si tu veux pas trop te casser la tête, tu restes sur ces 3 indices. Et après, nous, on fait du stock picking. C'est-à-dire, dans cet espace, on choisit des titres avec plutôt un biais européen. C'est-à-dire qu'en fait, on veut pouvoir aller chercher des boîtes américaines qui n'ont pas d'équivalent en Europe, et notamment dans la tech. Mais voilà. Et le contexte, il n'y a pas de traduction directe ou simple de la réalité géopolitique dont on vient de parler dans des tests d'investissement. Sauf que, par exemple, avec tout ce qu'on a dit, le fait que l'Europe se réarme, finalement, c'est assez logique. Et ça, au début d'année, ça a généré de la très bonne performance sur les types de défense européens. Donc ça, tu vois, on pouvait s'y attendre. Et nous, on s'y attendait. Et c'est pour ça qu'on avait des boîtes de défense. Il aurait fallu qu'on en ait plus, mais bon. Il y a encore un potentiel d'appréciation conséquent, tu penses, sur ces titres-là, ou c'est déjà plus ou moins tout Dans la durée, ouais. À très court terme, non, parce que ça y est, la prise de conscience a été faite, et donc les titres, dans le prix, tu as des hypothèses de croissance qui sont quand même assez élevées, mais sur 3, 5, 10 ans, ouais, je pense que ça va continuer à performer, parce que le réarmement, pour les raisons que tu as dit, hein, qui est fait qu'en gros, il faut que le continent européen ait une force qui soit capable de répondre à une armée d'invasion russe, mais aussi chinoise. Et ça, c'est vraiment important, hein. C'est pas juste les Russes, c'est aussi les Chinois. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus exigeant. Et bah, du coup, on va dépenser plus, on va dépenser dans la recherche, dans la technologie. Et donc, du coup, il va y avoir pas mal de croissance dans ce secteur. C'est une certitude, quoi. Ouais. Et alors, le dernier point dont on n'a pas parlé, mais qui me paraît vraiment fondamental, c'est donc l'intelligence artificielle. Ouais. Quand je regarde les vidéos des drones comme ça qui neutralisent des soldats russes en Ukraine, je trouve ça, il y a un côté vraiment glaçant. Bon, après, ils l'ont bien cherché, après, c'est Poutine qui les envoie, mais on se dit quel est le facteur limitant de ce moyen de défense? Bon, bah, c'est le fait que les drones peuvent être brouillés, et puis le fait qu'il n'y ait pas forcément assez de pilotes. Mais avec les développements à venir en intelligence artificielle, en fait, on est à quelques années d'avoir un drone qui, en fait, n'a plus besoin d'une liaison radio, qui n'a plus besoin d'être piloté par un être humain. Donc, on fait sauter ces 2 verrous. Et donc, on peut avoir possiblement des millions de drones. Alors, après, certes, la dernière limite, ça va être l'autonomie, une demi-heure. Mais, exactement. Tu as une demi-heure, 10 km. Donc, c'est un. Une demi-heure, 10 km. Donc, par exemple, si je prends les navires chinois qui encerclent Taïwan très périodiquement, mais un beau jour,
on a donc toute cette flopée de navires qui relâchent des millions de drones qui peuvent aller neutraliser chacun un soldat. Donc, ils peuvent neutraliser 1 million de soldats ou 1 million de cibles qui bougent ou pré-identifiées en une demi-heure. Mais on y va tout droit. Moi, je ne vois pas ce qui va empêcher ce scénario de se produire. Techniquement, on y va tout droit. C'est une question d'années, peut-être même de mois, mais une question d'années. Et donc, ça va fondamentalement changer toute l'équation. Et tant et si bien, je me dis que voilà, ils pourront peut-être prendre Taïwan parce qu'ils pourront se permettre d'avoir cette flotte quand sert Taïwan jusqu'au jour où ils vont frapper. Qu'est-ce que ça veut dire pour le front en Ukraine? Ça me paraît Ouais, naturel. alors plusieurs choses. D'abord, dans le système, il y aura forcément des points faibles. D'accord? Et là, de ce que tu me décris, un bateau qui relâche, je sais pas, 10 000 drones, bah, le point faible, c'est le bateau. Si le bateau se prend un missile anti-navire, il coule et puis Non, mais c'est si tu as une terminé attaque surprise, tu vois. parce que tu as régulièrement des bateaux quand sert Taïwan, et là, on n'est pas censé les frapper tant qu'ils n'ont rien fait. Mais s'ils font une attaque surprise en mode Pearl Harbor, ils sont autour, et puis d'un coup, tu as 1 million de drones qui sont relâchés et qui viennent neutraliser tout ce qui a neutralisé à Taïwan. Ouais, ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais moi, alors, pour aller dans ton sens, je pense effectivement que l'intelligence artificielle, ça va révolutionner pour plein de choses en général et le domaine militaire en particulier. Et surtout, ce que ça va permettre, c'est, je pense qu'on va vers un scénario à la Terminator. Tu regardes Terminator 2, je pense que c'est le futur. Et on n'en est plus très loin, en fait. Et donc, ce que ça fait, c'est que tu vas avoir des robots contre des robots, en fait. Drone aérien contre drone aérien, drone maritime contre drone maritime. Et effectivement, avec intelligence artificielle qui drive tout. On va aussi avoir, je pense, dans les centres de commandement, c'est-à-dire de la gestion de données avec intelligence artificielle qui va permettre de. C'est la boucle, en fait, de je détecte, j'analyse, je tire, et voilà, ça Ouais, en fait, bien sûr. voilà, donc on va avoir des choses très rapides comme ça. Mais surtout, ce que ça pourrait faire, c'est ça pourrait faire une guerre de haute intensité qui est où tu as beaucoup moins de morts, en fait. Parce que du coup, sur la ligne de front, en fait, la ligne de front va devenir tellement dangereuse, et d'ailleurs, c'est déjà le cas en Ukraine, regarde, que tu ne peux plus avoir beaucoup d'hommes sur la ligne de front qui s'approchent de la ligne de front. Le temps de décision offert par la technologie, ça fait que de toute façon, les êtres humains sont hors jeu. Quoi. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une guerre d'attrition, en fait. Et donc, du coup, tu répercutes quelle est ta. Enfin, si tu as un avantage technologique, tu gagnes. Et si tu as une capacité industrielle supérieure et financière, tu gagnes aussi. Alors, l'avantage, je comprends ce que tu dis, c'est qu'il y aura moins de morts. Il y aura moins de morts parce que ce sera les robots. Mais donc, un drone neutralise un drone, mais si les Chinois envahissent Taïwan avec 10 millions de drones et que les Taïwanais, ils n'ont qu'1 million de drones, bon, bah, game over. Ils gagnent, ouais. Mais peut-être que les Taïwanais, ils auront plus qu'1 million de drones. C'est le sujet, ouais. Non, bah, effectivement. Bah, à suivre. Bah, merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces réflexions. C'était passionnant. Et puis, il y aura plaisir de à l'avenir. On verra bien comment la situation évolue. Ok, bah écoute, je te remercie et à une prochaine fois. Allez, merci.